Mouammar Kadhafi est-il une icône africaine? La Libye fait les unes avec ses migrants vendus comme des esclaves. 6 ans après la chute du guide, les milices armées pullulent dans un pays sans constitution ni loi. Comment reconstruire ce pays dirigé pendant 40 ans d'une main de fer par un homme à la fois panafricain et violent? Vincent Hugeux, vous êtes journaliste et auteur d'une biographie de Kadhafi, qui s'appelle Kadhafi, aux éditions Perrin. Merci d'être avec nous. Vous avez dit Kadhafi vivant était une énigme, mort, il demeure un mystère. Vincent Hugeux, vous avez réussi justement à percer ce mystère en écrivant sur lui? Pas tous, je n'aurais pas cette prétention, mais je pense effectivement avoir levé le point du voile sur certaines de ces zones d'ombre du personnage, qu'il s'agisse de ses engagements ou de sa trajectoire personnelle. Car effectivement, tout est énigme chez lui, à commencer par sa filiation véritable. Ensuite, il y a des volte-face dans sa trajectoire. Il y a sa prétention universaliste avec son livre vert. Il théorise ce qu'il appelle lui-même la troisième théorie universelle, qui est supposée transcender le débat stérile entre le communisme, le marxisme et le capitalisme. Il se veut aussi l'égal, sinon le supérieur, des oulémas, des docteurs de la loi coranique, pour dicter sa réforme à la fois sociétale et religieuse. Il y a tout cela chez Kadhafi. On s'y perd un peu sur sa mouvance, à qui il appartient, quel courant, quelle identité, à la fois politique et... Il a lui-même beaucoup évolué. Il faut se souvenir, et c'est un peu difficile quand on se souvient de ce visage bouffi des dernières heures, que quand il survient, cet inconnu, cet officier, en 69, eh bien, il est d'abord immensément populaire, car il vient, au fond, donner la chiquenaude fatale à une monarchie à bout de souffle, une monarchie exténuée, inféodée aux puissances impérialistes, comme le veut la logomachie de l'époque. Et c'est vrai qu'il y a chez lui un idéal panarabe et un idéal social. On y reviendra justement. Et on parle d'un personnage, on l'a dit, avec plusieurs facettes, que certains considèrent comme une icône sur le continent africain. Alors vous avez été nombreux à réagir sur la page Facebook du journal Afrique, comme Patrick Dosso qui écrit: il ne faisait pas l'unanimité dans son pays, il était décrié, il contrôlait les médias, on ne voyait pas cette oppression sur le peuple libyen. Vous êtes rendu plusieurs fois, Vincent Hugeux, en Libye. Est-ce que c'est ce qu'on ressentait? Est-ce que c'était un pays fermé et où il se passait des choses qu'on n'arrivait pas à raconter? Écoutez, dès lors que vous parveniez, ce qui n'était jamais simple, d'abord à obtenir un visa, et ensuite à entrer en contact avec des Libyens qui vous parlaient en confiance, mais aussi avec des subsahariens, j'y reviens tout de suite, eh bien, vous aviez évidemment un autre regard, car n'oublions pas que la Jamaïria, puisque c'est le nom donné, l'état des masses à ce pays au travers d'un néologisme arabe, était aussi un système adossé à un appareil répressif absolument implacable. N'oublions pas qu'au milieu de la décennie 90, vous avez plus de 1300 détenus qui sont massacrés dans la prison d'Abu Slim. C'est aussi une surveillance permanente. Mais évidemment, cette réalité-là était difficilement perceptible par des visiteurs étrangers qui n'avaient pas nécessairement accès aux Libyens. Et sur l'affaire du sort réservé aux subsahariens, il est vrai que les images que vous avez rappelées à l'instant, elles ont évidemment jeté une lumière crue sur une réalité abjecte, mais le sort des subsahariens n'était pas nécessairement très enviable. La Libye, c'était aussi un Eldorado parce qu'on y croyait à une promesse d'emploi, de revenus. Alors, mais moi, j'ai passé des heures à discuter. D'où l'ambiguïté. Bien sûr, mais une ambiguïté qu'on peut lever assez facilement. Moi, j'ai passé des heures à discuter avec des Africains qui avaient été des rescapés de pogroms. Il y a eu des chasses à l'homme sous le regard bienveillant de la police de Kadhafi. Alors justement, Yacoub Amat N'Djamena au Tchad qui, lui, nous dit « Il ne faut pas qu'on cautionne. Kadhafi s'est accroché au pouvoir pendant 42 ans. 42 ans, justement. Quelle était la position de ses homologues africains à l'époque où Mouammar Kadhafi était président? Personne ne disait rien? Alors, si vous voulez, moi j'ai souvent discuté, y compris avec des chefs d'État ou avec certains de leurs collaborateurs les plus proches, par exemple dans les coulisses de sommets de l'Union africaine, à l'époque où Kadhafi essayait de mettre son emprise sur cette instance. Eh bien, ils vous disaient, pour certains, gratitude obligatoire, car je lui dois la construction d'un hôpital, de routes, de dispensaires, voire le paiement de mes propres fonctionnaires. On sait que des hôtels, plusieurs hôtels ont été construits à travers le continent. Terrorisés par sa capacité de nuisance. N'oublions pas que c'est quelqu'un qui, lors d'un sommet de l'Union africaine, dit au président ougandais Yoweri Museveni: j'ai eu la tête, politiquement s'entend, de Thabo Mbeki, le Sud-Africain, si tu résistes, j'aurai la tienne. Donc on était dans ce sorte de cocktail assez subtil et assez retors de gratitude pour les uns, mais aussi de peur pour les
les autres. Alors justement, quel héritage, quand on voit qu'il y a une certaine jeunesse et une partie de la population qui l'estime, on l'a vu dans les commentaires de nos internautes, qui le prennent comme un héros, justement, quel héritage auprès de ses anciens homologues? Alors d'abord, héros, icône par défaut. Car qui sont les Mandela d'aujourd'hui sur le continent? Qui sont les Sankara, les Sékou Touré, les Lumumba d'aujourd'hui? C'est donc par défaut qu'il est devenu un héros pour beaucoup de membres de l'intelligentsia ou de la jeunesse africaine. L'héritage, si vous voulez, il est quand même très très ambigu parce que des proches de Kadhafi eux-mêmes m'ont avoué que ses commentaires, lorsqu'il faisait référence à ses homologues africains, pouvaient être extrêmement condescendants, voire profondément racialisés. Et donc, si vous voulez, il y a, à mon sens, pour être tout à fait clair, et au risque de heurter certains de nos téléspectateurs, une forme d'imposture dans ce culte post-mortem qui perdure en Afrique à son égard. Alors justement, d'autres le comparent aussi à Sankara, justement pour sa volonté d'un panafricanisme. On a aussi cette réaction de Ange, c'est en Côte d'Ivoire, qui dit que Kadhafi a été tué car il voulait doter l'Afrique d'une monnaie unique. Il avait des projets pour le continent. Un autre nous dit, Lambichaud Sédar, il était le seul dirigeant africain à dire tout haut ce que d'autres pensaient tout bas. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, ce que moi m'ont dit tout bas beaucoup de chefs d'État africains est parfaitement aux antipodes de ce qui vient d'être dit là. Et je parle aussi, pas seulement des gens des palais, mais aussi de la société civile. Si vous voulez, son ambition panafricaine qui succède à l'échec de son grand projet panarabe, donc c'est quand même aussi une ambition par défaut historiquement, c'est celle d'assujettir le continent, c'est-à-dire de le soumettre à sa volonté. C'est-à-dire qu'il n'accepte absolument pas l'adversité et la contestation. J'ai par exemple discuté longuement, et j'y fais référence dans un des chapitres de cet ouvrage, qui est intitulé Le calvaire de Yabing, c'est ainsi qu'il appelait Jean Ping, à l'époque président de la Commission de l'Union africaine. Eh bien, il le convoquait du jour au lendemain, il l'humiliait, il déchirait sous ses yeux le rapport qu'il venait lui-même de commander et de recevoir. Donc je veux dire, il faut, je crois, avoir un regard un tout petit peu plus subtil et plus complexe sur ce qui était avant tout un projet politique de soumission. Alors justement, il a joué un rôle sur plusieurs dossiers, notamment le Sahel. Beaucoup pensent que c'est Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, qui est à l'origine de sa chute. Sib Fokombil, en Côte d'Ivoire, nous dit « Sa dictature est à des années-lumière meilleure que la farce de démocratie que Nicolas Sarkozy et ses amis ont voulu imposer ». On a encore ce témoignage de El Hadj Baba Yellow au Mali, qui lui nous dit « Kadhafi est mort en héros ». Vincent Hugeux, il y a toute cette ambiguïté que vous avez essayé de retranscrire dans votre livre. Moi, je me souviens par exemple d'un entretien avec l'ex-président malien, justement, Amadou Toumani Touré, qui me dit, alors la veille de la mise à mort barbare de Kadhafi, je suis avec lui au palais de Koulouba, il me dit, vous savez, jamais je ne cracherai sur celui qui a à ce point soutenu le développement de mon pays. Donc ça, c'est une certitude. Et alors, loin de moi l'idée de dédouaner Nicolas Sarkozy de son écrasante responsabilité, car s'il y avait des raisons de souhaiter la chute de Kadhafi, il n'y en avait aucune de ne rien préparer de l'après-Kadhafi. Et ça, c'est une faute, et une faute gravissime. D'autant que Sarkozy voulait à l'époque, soyons clairs, à bon compte, faire oublier d'abord à quel point il était allé loin dans la fraternisation avec le guide libyen, et aussi faire oublier les errements de la France officielle par rapport aux printemps arabes, notamment tunisiens. Rapidement, en 40 secondes, la Libye, c'était mieux avant ? Non, méfions-nous de ce que j'appelle, moi, le révisionnisme instantané. Si vous jugez la Libye à l'aune du chaos dans lequel elle a sombré, il y a une forme de nostalgie, y compris chez les Libyens, qui vous dit bon, effectivement, c'était un régime implacable à notre égard vis-à-vis des libertés, etc. Mais au moins, nos enfants allaient à l'école, fût-ce pour apprendre par cœur le livre vert, et nous pouvions aller au coin de la rue sans craindre d'être fracassés par des miliciens. Merci beaucoup, Vincent Hugeux. Je rappelle votre ouvrage, une biographie, Kadhafi, aux éditions Perrin. Merci beaucoup, Vincent Hugeux. Merci à vous.